Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. L'année 2020 qui se referme bientôt aura à coup sûr été l'une des années aux grandes surprises, aux nombreux soubresauts, des plus désagréables aux plus inattendus. Le monde aura traversé un vaste désert d'inconnus, palpé justement par des incertitudes, des tâtonnements. On l'avait présagé, une razzia en termes de victimes en Afrique, des pertes humaines innombrables. Mais la réalité a fait dédire les dires et les affirmations. L'évidence, c'est que tout de même, le monde a été secoué jusqu'au ralentissement extrême de ses activités, jusqu'au rapprochement d'une humanité et même d'un humanisme qui tend à disparaître dans les relations interpersonnes et même dans les relations intercontinents. Il y a eu comme un souffle de désespoir. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de cette édition du Point littéraire que nous prendrons plaisir à découvrir. Mais avant d'y arriver, il n'est pas banal de souligner qu'il s'agit très certainement de l'avant-dernière édition de l'année 2020, une année qui nous aura permis de découvrir une diversité d'auteurs et leur diversité de vues sur des sujets actuels et ponctuels et qui font d'ailleurs toujours et peut-être dans le futur seront pérennisés. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, la manière de dire les choses différemment aura été sans doute le principal point d'attraction du Point littéraire. Vous connaissez la formule selon le point du globe à partir duquel vous nous écoutez. Bonjour, bonsoir et bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. L'auteur qui vient à votre rencontre ce soir a pour nom Charles Diapo. C'est un poète, déclameur, comédien entre autres. Il a fait des études en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1. Après plusieurs années passées dans le domaine de l'édition aux côtés de grands auteurs,
Il se lance dans le monde de l'écriture en sortant son tout premier recueil de poèmes, titre « Le souffle du désespoir ». Un texte d'une centaine de pages avec la préface de José Méli et la postface de Bingono Bingono. Les poèmes de l'auteur qui vont puiser dans les angoisses de ce dernier ainsi que dans ses obsessions, ses désirs et ses amours célèbrent, il faut le dire, la protection des faibles et pas que. Il faut dire que dans le livre, on parle, entre autres, de fraternité et surtout des héros disparus, de liberté, d'unité, de soleil, de vivre ensemble, mais aussi d'amour. Eh bien, accueillons l'invité du soir, Charles Diapo, c'est son nom. Bienvenue, cher monsieur. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau rénové de Royal FM à l'occasion justement des fêtes de fin d'année. Un studio tout en couleur. Le plaisir est le mien. C'est vrai qu'on s'est souvent connu, mais comme un homme de l'ombre. Vous avez œuvré longtemps dans les maisons d'édition. Aujourd'hui, vous avez décidé vous-même d'écrire. Charles Diapo n'est plus seulement parmi les membres de ce milieu assez discret de l'édition, mais également écrivain. Alors comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui lorsqu'on a son premier texte qui paraît et qui est rendu public? Beaucoup d'émotions, Jean-Jacques. Bonsoir d'abord à tout le monde. Beaucoup d'émotions et c'est un plaisir de pouvoir revoir mes écrits et mes écrits portés au grand jour et pour que tout le monde puisse en découvrir ce que je fais toutefois dans ma chambre. Quoi. Oui. Quelquefois, vous regardiez souvent ce que les autres écrivaient. Vous pouvez y apporter quelques modifications en collégialité avec toute une équipe d'éditeurs. Aujourd'hui, soumettre votre travail également à la correction, au regard d'autrui, quelle est l'impression qu'on a finalement? C'est pas évident d'être celui qui est en quelque sorte évalué. C'est pas évident. C'est la peur d'abord, la peur d'être évalué et une satisfaction parce que on se dit aussi on va pas toujours être dans l'ombre et une fois il faut être au grand jour. Il faut exposer ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Au grand jour. C'est un peu comme une conséquence logique. Vous avez fait vos études en lettres modernes françaises. Vous avez travaillé et œuvré auprès des poètes, des écrivains qui ont la notoriété établie, que ce soit au Cameroun et même à l'international. Donc c'était une conséquence logique de vous voir aujourd'hui écrire. Conséquence logique, oui, mais beaucoup plus une sorte de passage de je peux dire quoi, une sorte de passage de passage de main, passage de grade avec parce que là l'écriture pour moi ça commence depuis la classe de 4e. Oui, parce que là j'ai fait avec la rencontre de monsieur Jean-Claude Awono, que j'ai rencontré depuis la classe de 4e. Depuis la classe de 4e. Comme peut-être professeur d'abord. Comme professeur, oui. Et je peux dire le désir d'écrire naît plus en seconde. Parce qu'en seconde, je vais vous raconter une petite anecdote. En seconde, je suis disposé à faire la série scientifique. Mais un jour, je me retrouve dans une salle de classe de seconde A où je poursuivais un ami. Ce n'était pas ma classe, mais je venais là pour poursuivre un ami. Voilà, son professeur rentre en classe. Il se met à faire un cours de français. Et l'éloquence de ce professeur-là
me plonge dans un univers où je dis non, il faut que je fasse les lettres, il faut que je reste dans le domaine des lettres. Donc c'est un cours du professeur Jacques-Claude Awono qui vous interpelle, qui vous marque? Oui, qui me marque beaucoup et qui me dit, et là j'ai comme une sorte de révélation, j'ai dit non, il faut que je reste. Et ce jour-là, quand mes camarades étaient en train de dire mais comment tu étais où? On faisait cours, tu n'étais pas en classe, moi j'étais en train de faire une requête pour rester en seconde A. Ah d'accord. Ouais. Vous avez déjà commencé en seconde C, combien de mois, 2, 3, 4 mois? Non, c'était la première semaine de la rentrée de l'année de seconde. Oui, j'ai juste commencé, on était mercredi de la première semaine. Ouais. Et vous vous retrouvez donc en seconde allemand, littéraire, espagnol. Et donc, vous adhérez tout de suite. Oui. Vous aimez bien la langue française et apparemment cela vous a obsédé jusqu'à l'université puisque vous avez décidé de faire les lettres modernes françaises. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a particulièrement poussé? C'est vrai qu'on est dans l'édition, mais quel était le déclencheur pour vous mettre à écrire un texte, à proposer à la lecture du grand public? Je peux dire beaucoup de titillements, des grands frères qui avaient lu mes textes depuis le bas âge. Ils disaient comment tu peux écrire et rester avec ça dans ton cahier de poésie. Oui. Alors tu dois le soumettre à une correction. Il faut qu'on te porte critique, il faut qu'on sache qui tu es. Il faut que tu saches que il n'y a pas que toi qui dois être derrière, mais tu dois te mettre à la même longueur d'onde que tous les écrivains que tu côtoies. Donc il faut confronter ces écrits avec le grand public, il faut voir l'appréciation des uns et des autres. Alors, pour votre premier saut dans la mer de la poésie, du moins en ce qui concerne la publication, parce qu'on imagine que sous votre lit, il y a certainement des poèmes empilés, vous n'avez jamais pensé à publier. Jamais pensé à publier. Alors, le souffle du désespoir. On se serait attendu pour une première à un texte un peu plus joyeux, plus axé sur l'amour. Pourquoi tout de suite le désespoir? Bon, le souffle du désespoir, d'abord, c'est le souffle du désespoir. Oui. Si je peux dire le souffle du désespoir, ce n'est pas un désespoir proprement dit, mais c'est plus un appel à l'espoir. Parce que vous savez, parce que je peux dire, les souffles du désespoir, c'est quelque chose, quand quelqu'un est coincé dans le désespoir, le dernier souffle, c'est ce souffle-là qu'on appelle le souffle du désespoir. Oui. Et ce souffle-là est plus fort que celui de l'espoir. Celui qui vous propulse vers l'aventure. Vers l'aventure, vers un monde meilleur. Oui. Avec une meilleure détermination. Meilleure détermination. Alors c'est vous qui choisissez le titre de votre recueil ou alors il y a eu quand même quelques influences? Bon, il y a eu d'influences, mais à l'édition surtout. Oui. Parce qu'au départ, c'était le châtiment de l'amour. Oui, le châtiment de l'amour. Au départ, je voulais l'appeler le châtiment de l'amour. Mais je suis resté un matin, j'ai dit, mais pourquoi pas le souffle du désespoir? Et comme ça... Pourquoi d'abord le châtiment de l'amour? Est-ce que l'amour vous parlait plus en ce moment-là? En ce moment-là, l'amour... Vous étiez dans une période de rose et donc l'amour n'était pas très loin. Bon, une période de rose, non, je ne dirais pas, parce que le châtiment de l'amour, à cette époque-là, c'était une sorte... J'étais plus en colère contre l'amour. Oui, j'étais en colère. Et là, j'ai passé ce côté-là. J'ai dit non, ça va, il ne faut pas qu'on reste toujours en colère. Il faut sortir de cette colère-là et se mettre, valoriser cet amour et l'apporter au grand jour en quelque sorte. Alors c'est en quelque sorte un défoulement pour vous. Vous décidez d'exprimer clairement aujourd'hui et aux yeux du monde votre sentiment, ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez écrire. Même la première de couverture a des couleurs plutôt sombres. Est-ce que c'est également un choix voulu, fait à dessein? Lorsqu'on peut regarder attentivement, on voit, je ne sais pas s'il s'agit d'une jeune dame, puisqu'on voit le pompon derrière, qui est effectivement dans une chambre. Pourquoi une chambre aussi lugubre avec juste une lueur du jour? Juste une lueur du jour. C'est pour dire, cette lueur du jour-là, c'est ça l'espoir. Ça appelle à l'espoir. Vous voyez, c'est un fond noir et avec des écrits en blanc. Le blanc, c'est la pureté. Le noir... Et il se pose au noir qui est la mélancolie, le stress, la peur et tout ça, le mal. Mais ce blanc-là nous montre que nous n'allons pas rester forcément dans cette peur-là, mais nous allons sortir au grand jour pour être dans la lumière. Oui. Une poésie plutôt simple, on va dire vous êtes déclameur, comédien, déclameur, régulièrement certainement des textes d'autres personnes. D'autres personnes. Aujourd'hui, vous allez, du moins dans les jours à venir, déclamer vos propres textes. Il y a également la comédie.
Pourquoi comédien? Vous est arrivé de prendre part à des pièces, oui, des représentations ici et là. Oui, comédien, j'ai joué dans 2 films. 2 films. Oui, 2 Lesquels? films. La soif, je peux dire. 2 films à savoir avec le scénariste Christian Wamba, plus connu sous le nom de Tatioka. Et oui, on a joué dans Confiance aveugle. Et on a joué aussi dans L'ironie du sort. Oui. L'expérience a été bonne, elle a été concluante? Oui, elle a été bonne, elle a été concluante. Et beaucoup plus, moi, la poésie, c'est une seconde passion. Pour moi, quand on me braque une caméra devant et on me dit action, là, je suis dans mon état. Quelqu'un d'autre. Vous entrez dans votre univers à vous. Oui, oui. Et c'est tout comme avec la poésie. Tout comme avec la poésie. Les premiers mots de ceux qui vous ont lu avant que le livre ne soit publié nous donnent une note d'espoir, que c'est un livre intéressant, que ce sont des poèmes véritablement beaux, excellents. Du moins, c'est ce que tente de nous dire José Mélie, critique d'art très sévère, qu'on connaît très bien, très et sévère. Même Bingono, parce qu'il aime bien se débarrasser de François, les traces de la colonisation. Alors, quand on a 2 illustres qui disent qu'il y a quelque chose à prendre dans votre poésie, qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule d'avoir ces 2 grands noms sur la couverture de mon livre. José Mélie en préface et en postface Bingono, oui. Et pour la petite anecdote, le père m'a dit, je te ferai pas de pitié. Je te ferai pas de cadeau et tu auras une postface dont tu ne vas pas t'en remettre. Oui. Donc je vais pas aller du dos de la cuillère. Je vais regarder avec sincérité. Oui. Ce n'est pas parce que je te connais que tu auras un regard assez positif. Pour José Mélie, critique littéraire, elle m'a dit, mon fils, tu as écrit quelque chose de bien. Et pour moi, c'était la meilleure récompense que je pouvais avoir. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, quand la maman qui va regarder mon livre, je me disais, je ne vais même plus jamais écrire. Je ne veux même pas. Elle ne pourra même pas le publier. Oui. Mais ce jour-là, elle m'a dit, non. Après ça, tu vas le lire. Tu as lu mes critiques. Monsieur, je te donne ma bénédiction pour cette publication. Alors, il y a un ton, moi je vais le dire, moi j'ai trouvé le ton assez simple, mais profond. Dès que vous écrivez avec vos propres mots, déjà les mots apparemment vous caractérisent, c'est-à-dire que votre personnalité est en tout cas reflétée dans vos écrits. Alors, on imagine bien que c'était un choix voulu. Un choix voulu. Vous commencez par l'amour. Sandrine, c'était un personnage fictif ou alors il s'agit de quelqu'un qui aurait existé? Parce à la façon de parler de Sandrine, on a bien l'impression qu'elle aura marqué effectivement son temps. Ouais. Lettre à Sandrine. Sandrine, c'est ma meilleure amie. Ah d'accord. Oui, c'est ma meilleure amie. Que vous aimez beaucoup. Que j'aime beaucoup. Parce que les mots nous aident à comprendre qu'il y a comme une relation tout à fait particulière entre vous et Sandrine. Oui. Parce que là, Sandrine, pour moi, et pour Sandrine, elle m'aime pas ma amie, c'est une sœur. Oui. Et vous voyez, avant la lettre à Sandrine, il y a une petite phrase, une erreur, avant d'entrer dans Sandrine. Une erreur, un choix peuvent changer toute une vie. Toute une vie. Elle, c'était un choix ou une erreur? C'était un choix. Un choix. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut choisir entre l'amitié et l'amour. Et là, Sandrine répondait aux 2. Et ce que j'ai vécu avec Sandrine jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas que ces quelques mots pour les dire, mais ce que j'ai vécu avec Sandrine, ça ne se raconte pas, ça se vit. Une amitié sincère, amour également. Alors, il y a, du moins les 4 premiers poèmes parlent essentiellement de sentiments, particulièrement d'amour. Dans le deuxième poème, il y a l'autre. Il y a l'autre, on peut décrypter comme l'embarras, comme une volonté d'appartenir ou de ne pas appartenir. Alors, comment comprendre dans le fond ce poème-là? L'autre. Oui. L'autre, c'est toujours dans mes déboires amoureux. Et l'autre, c'est
une fille que je rencontre. Une fille que je rencontre aujourd'hui, elle est au sommet de ma vie. Et la rencontrer à cette époque-là, à l'époque où j'écrivais ce texte, c'était un trouble. Ah d'accord. Oui, là, si je peux le dire quelques mots. Il fallait faire un choix. Oui, quelques mots, n'est-ce pas? Folie mystérieuse ou tentation, ange ou démon, désir ou prudence. Elle m'est apparue comme sortie d'un livre. Elle surgit comme un rêve. Elle se déplace comme le vent. Son regard m'obsède. Sa présence m'émeut. Sa voix parcourt l'onde sacrée de mon intérieur. J'ai envie de faire des comparaisons à son égard. J'ai envie de la prendre pour une autre. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas car elle est unique. Une reine sortie de nulle part. Ou alors une ouvrière innocente. Non. Non. C'est juste une beauté au service de mon cœur. Alors, avec le temps, vous avez pu savoir s'il s'agissait de l'ange ou du démon? Oui, avec le temps, j'ai pu savoir, je vous ai dit, j'ai pu savoir si c'était d'un ange ou un démon, mais à la fin, j'ai bien conclu en disant, c'est une beauté au service de mon cœur. Oui. Il y a donc cette façon de parler de l'amour qui redonne espoir et qui peut amener à comprendre que des sentiments vrais, réels, sont encore possibles dans cet univers un peu corrompu. Par l'intérêt recherché, du moins l'intérêt matériel d'abord. Parce que quelque part, il y a toujours intérêt à être avec quelqu'un. Mais si ça repose sur des vrais sentiments, là c'est autre chose. Mais si c'est sur le matériel, c'est quelquefois problématique. Alors, il y a ces poèmes-là, il y a la nostalgie d'un amour perdu. Alors, qu'est-ce qui vous a véritablement marqué? De quel amour vous parlez? Est-ce que c'est un vécu ou bien le vécu de quelqu'un d'autre qui vous a été conté? Parce que lorsqu'on lit cet autre poème, on a bien l'impression que cet amour-là a été fort et puis il a été perdu. On s'en souvient avec frénésie, on se rappelle de quelques moments merveilleux. On a d'ailleurs cette phrase pour lui dire un amour merveilleux, une passion torride comme un bonheur sur la plage, une douche tiède, on dirait une caresse. Alors, cette caresse de poème, est-ce que c'est une inspiration personnelle ou alors vous avez regardé dans le décor et vu une belle histoire qui s'est achevée et a laissé des séquelles? Bon, en fait, la plupart de mes textes sont des inspirations personnelles. Donc, vous vous mettez à l'intérieur de vos textes? Oui. Parce que là, quand on voit Nostalgie d'un amour perdu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais là, je pourrais dire un mot à propos de ce que j'ai vécu en disant, on ne remplace pas l'amour. On ne remplace pas l'amour et on ne prend pas une personne pour venir, peut-être si tu as une nouvelle femme aujourd'hui, si tu avais une autre avant, elle ne vient pas remplacer celle qui était avant. Non, elle fait pour elle. Celle qui a l'amour que tu avais pour la précédente, c'est l'amour de la précédente. Ce n'est pas que l'autre est venu remplacer ou faire une comparaison, non. Elle a fait son temps, elle a fait pour elle. Et celle-là, Jennifer fait pour l'autre. Donc c'est ça que je peux dire dans Nostalgie d'un amour. Oui, il y a comme lorsqu'il y a séparation, vous avez su trouver les mots, l'énergie qui entoure l'âme. Au moment du départ est souvent comme un soldat prêt à combattre. Là on a bien l'impression dans le souffle du désespoir qu'on entame une partie assez rude de votre vision, d'abord au niveau amoureux, affectif, et plus tard au niveau de la vie. Puisque le poème qui suit juste après, c'est Rouge, je pense bien. Et lorsqu'on lit Rouge, on a un sentiment que le poète que vous êtes voit la société en noir. Il la détruit telle qu'elle est, mais il la voit comme une société en mal quand même. En mal. Le rouge. Oui. Le rouge de sang. Le rouge de sang. Le rouge de douleur. Vous savez, avec le rouge, on peut dire plein de choses. On peut dire plein de choses. Et ce rouge-là fait... Quand vous voyez ces poèmes, ça va crescendo. Au départ, c'est ce petit gamin-là qui est là, il pense à l'amour, il ne sait pas que derrière, il y a quelque chose de fort qu'il faut exploiter ou quelque chose de fort qu'il faut dénoncer et tout. Et vous voyez, après le souffle des espoirs, on entre dans le rouge. Oui. Le rouge, c'est là, il dit, voilà, j'appelle à la conscience.
Jeunesse, réveille-toi et relève-toi. Rêve-toi, ne reste pas là. Et ça veut dire que la jeunesse en ce moment est en plein pessimisme, les lendemains incertains. Au départ, je peux dire, avec les premiers textes, c'est un jeune qui ne se soucie de rien. Oui. Il est là, il pense juste à l'amour et tout. Mais avec le rouge, il se soucie, il pense que là, je peux arriver, je peux parler, je peux dénoncer, je peux faire changer les choses. Donc c'est un peu... On voit bien la dynamique du poème, du moins de ce recueil de poèmes. On a l'impression qu'on passe de l'innocence, du côté candide de la chose, vers plutôt une prise de conscience. D'abord le rouge, ensuite la vie. On commence à se poser des questions sur l'existence, sur la finalité, sur le devenir en quelque sorte. C'est un choix à 10. Peut-être le rouge. Le rouge est le rouge est le sang des innocents. Dans ce monde où tout abonde, où tout s'y plonge, comme dans un songe, coule du sang, celui des innocents, qui coule en rive, circule en fleuve et qui inonde en mer. Pour que la vie de la mort et la mort de la vie disparaissent, il faut, et il le faut, qu'elle ne fasse plus face, en surface, monte la colline de tes rêves, descend celle de tes faiblesses. Où crois-tu trouver ton bonheur? Enterre toute peur, le courage seul te sortira vainqueur. Sans des vaillants, payant le prix des naufragés ou des naufrages, libérant les opprimés, tu es le prix de la liberté de nos cris. Alors, prends courage. Et seul le courage peut te rendre vainqueur. Alors, c'est une motivation à l'endroit de ceux... qui aujourd'hui semble baisser les bras et se dire que rien ne peut plus aller. Oui. Bon, Jean-Jacques, je veux aussi te dire une chose à propos de ce rouge. Moi, j'ai des cadets à qui je ne dis jamais bonne chance. Oui. Jamais. Et pourquoi? Parce que la chance, parfois, c'est pour les faibles. Imagine-toi un de mes cadets qui part composer peut-être son examen. Il me dit, je suis en train de composer. Je dis, je ne te dis pas bonne chance. Oui. Mais je dis du courage. Parce que je sais qu'en donnant du courage à cet enfant, il peut soulever des montagnes. Oui. Et quand quelqu'un a le courage, il peut faire plus que ce qu'on l'attendait. Il peut aller au-delà de ses espérances. Donc, le courage, la détermination peut pousser à se surpasser. À se surpasser. C'est pour ça que je dis, on ne dit pas bonne chance, mais on dit du courage. Du courage pour façonner son devenir. Alors, c'est vrai qu'on va sortir par là, du moins... Pour la première partie, parce que nous allons marquer un temps d'arrêt, il y a la question de la vie, le regard de ce qu'est la vie de l'auteur. C'est vrai qu'on en parlait déjà. Et vous dites que la vie est un peu comme la mort. Pourquoi la vie? Pourquoi ce rapprochement entre deux thèmes qui semblent nettement être opposés? La vie et la mort. La vie et la mort. Bon, si c'est ça la vie, c'est que c'est la mort. Non, c'est pour entrer un peu dans mon côté religieux, mon côté chrétien. Oui. Parce que pour chaque chrétien, à l'origine, c'est un moment où Jésus meurt et il se ressuscite qu'on a compris que oui, cet homme disait la vérité. Donc, pour moi, pour que quelqu'un sache, pour que quelqu'un vive, il faut qu'il meure. Ce n'est pas forcément une mort littérale que c'est fini, non. Mais c'est plus une renaissance. Une renaissance dont il est mort de l'esprit pour renaître un nouvel esprit. Oui, donc il faut une mort pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Une vie, cette fois-là, beaucoup plus positive, dans les respects des normes religieuses. Voilà. Non. Donc, il s'agit de cette mort-là. En tout cas, nous allons marquer un temps d'arrêt et on va revenir le temps de la première rubrique de la soirée. Pause. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. L'ouvrage que nous avons parcouru pour vous ce soir est intitulé Thérèse Raquin,
C'est un roman écrit par Émile Zola, édité par Artiste et paru en 1867. Le contenu avec Annie Lisette Ambassa. Bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Thérèse Raquin, née à Oran en Algérie, est l'enfant d'une union entre un capitaine de l'armée française en Algérie et d'une mère née en Afrique du Nord, une femme indigène d'une grande beauté. Sa mère meurt et à l'âge de 2 ans, Thérèse est confiée à sa tante, Madame Raquin, la sœur de son père, pour qu'elle s'occupe d'elle. Madame Raquin a un fils, Camille, fragile et souvent malade. Les 2 enfants vont grandir ensemble. Quand Thérèse a 21 ans, elle épouse Camille, son cousin. Ce mariage satisfait Madame Raquin, mais rapidement, Camille en a assez de la campagne et veut aller s'installer à Paris, en France. Il rêve de travailler dans une grande administration. Madame Raquin se rend dans la capitale, trouve une boutique et un appartement à louer au passage du Pont-Neuf. Il s'installe dans le logement et les femmes ouvrent une mercerie dans les locaux de la boutique. Camille, de son côté, trouve un travail dans l'administration des chemins de fer d'Orléans. 3 années de vie monotone pour Thérèse s'écoulent. Cependant, la visite chaque jeudi soir de 4 invités rythme ces semaines. Ce sont le vieux Michaud, un commissaire de police retraité et un ami de Madame Raquin. Son fils Olivier, aussi policier, sa femme Suzanne et Grivette, un employé des chemins de fer d'Orléans que Camille a connu au travail. Ces rencontres sont l'occasion de boire du thé et de jouer au domino. Thérèse déteste ces soirées. Un jour, Camille rencontre Laurent, employé au chemin de fer, parce qu'il n'a pas réussi à vivre de sa peinture. Les 2 hommes se connaissaient lorsqu'ils étaient enfants, mais ils étaient brouillés. Il l'invite à venir un jeudi soir. Pendant la soirée, Laurent propose à Camille de faire son portrait. Il l'accepte. Pendant qu'il peint, Thérèse, fascinée, l'observe sans cesse. Sur le chemin de retour, Laurent décide de devenir l'amant de Thérèse et de l'embrasser dès la première occasion. Quelques jours plus tard, le portrait est terminé, mais il est étrange car il représente plus un noyer qu'un être vivant, tellement les couleurs sont ternes. Cependant, Camille est satisfait. Dès que Laurent se trouve seul avec Thérèse, il l'embrasse. Elle résiste d'abord, puis se laisse faire. Les amants se rencontrent régulièrement pendant les 8 mois suivants. Ils trouvent chacun des excuses pour pouvoir se retrouver. Ils se voient dans la chambre de Thérèse sous les yeux du chat François. Au bout de ces 8 mois, le patron de Laurent lui interdit de quitter son travail et pendant 2 semaines, les amants ne peuvent plus se retrouver. Cependant, Thérèse parvient à quitter le domaine familial un soir. Auprès de son amant, elle a l'idée de tuer Camille, son époux, pour que leur amour puisse être pleinement vécu. Un soir, quelques semaines plus tard, ils entendent Michaud qui raconte l'histoire d'un meurtre qui n'a jamais été puni. 1 mois passe. Laurent, Thérèse et Camille se promènent à Saint-Ouen. Avant de souper, Laurent a l'idée d'aller faire un tour en barque sur la Seine. Avant de monter à bord, il annonce à Thérèse qu'il va tuer Camille. Arrivé au milieu du fleuve et à l'abri des regards, il pousse Camille par-dessus bord, mais celui-ci, en se débattant, a le temps de le mordre au cou avant de tomber à l'eau. Quand Laurent est certain que Camille est mort, il fait chavirer la barque et appelle à l'aide. Des canotiers viennent à son secours. Laurent leur dit qu'il s'agit d'un accident. Tout le monde le croit. Madame Raquin est extrêmement choquée par la mort de son fils. Pour être sûr que Camille est bien mort, Laurent se rend quotidiennement à la morgue. Au bout de plus d'1 semaine, le corps du défunt y est exposé, gonflé d'eau parce qu'il y est resté plusieurs jours. Plus tard, Michaud a une idée. Il décrète que Thérèse a besoin d'un mari et désigne Laurent comme étant l'homme idéal. Laurent fait semblant, bien sûr, de se laisser convaincre par Michaud. Lors de leur nuit de noces, Thérèse et Laurent ne peuvent pas dormir. Ils croient que le fantôme de Camille est dans leur chambre.
Toutes les nuits, leurs craintes réapparaissent. Laurent croit même que le mort a pris possession du corps du chat. Ils ne peuvent se reposer car dès lors qu'ils s'allongent pour dormir, le corps de Camille s'interpose entre eux. Quelques mois plus tard, Laurent décide de quitter son travail à l'administration pour se consacrer entièrement à la peinture. Mais à chaque fois qu'il fait un portrait, c'est celui de Camille qui apparaît. Il renonce à la peinture. La vie de Thérèse et de Laurent devient un enfer. Ils sont excédés, ils se disputent de plus en plus violemment. Laurent bat Thérèse. En effet, cela soulage ses angoisses. Après 6 mois de mariage, Thérèse et Laurent ne se supportent plus. Chacun décide simultanément de mettre fin au jour de l'autre. Aucun des deux ne se doute de l'intention de son partenaire. Laurent vole du poison à un de ses amis et Thérèse cache un couteau sous sa jupe. Une fois les invités du jeudi partis, Laurent verse un verre d'eau sucrée empoisonnée à Thérèse et celle-ci prend le couteau. Lorsqu'ils s'aperçoivent de ce qu'ils préparent, ils décident de se suicider en buvant chacun la moitié du verre. Madame Raquin assiste au spectacle en savourant la scène de leur mort commune. Merci à Annie-Lisette Ambassin pour le classique littéraire de ce soir. Retour en plateau avec l'invité du soir, Charles Diapo, qui est venu nous rendre visite avec son recueil de poèmes ou de poésie, Le souffle du désespoir. C'est le premier du genre, souvent homme de l'ombre. Aujourd'hui, il a décidé de partager ses écrits, sa façon de penser. Alors, est-ce qu'il y a eu des auteurs? Bon, c'est vrai qu'on sait qu'on a été entouré de plusieurs auteurs, mais est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement amené à écrire aujourd'hui? Ou il y a un style que vous essayez de calquer, de copier, du moins, au tout départ, avant de vous faire votre propre personnalité? Bon,
des auteurs, pas forcément de poésie, pas forcément de poésie, beaucoup plus des auteurs romanesques. Oui. Okay. Qui, par exemple, qui vous aura peut-être marqué au cours de votre cursus académique ou scolaire un peu plus tôt? Bon, je veux d'abord, si tu veux dire comme ça, citer l'auteur camerounais Baba Oudou, avec son œuvre Les Visages de l'or, paru je crois en 2017 aux éditions Ifrikria. Oui. Baba Oudou m'a marqué avec son œuvre parce que vraiment c'est l'œuvre où j'ai lu le premier chapitre en 3 secondes. En 3 secondes? Oui. Alors c'est plutôt un exploit. On avait dit à la sensibilité littéraire nécessaire, mais... Oui. Oui, sensibilité littéraire, oui, mais c'est juste une petite blague parce que ce premier chapitre-là a juste une phrase. A juste une phrase? Oui. Ouais, c'était donc... c'est un texte atypique. Oui. Donc, c'est le chapitre... Ce chapitre, c'est « Qu'est-ce que l'or ?» C'est tout. Qu'est-ce que l'or? Premier chapitre, qu'est-ce que l'or? Oui. Oui. C'est dans le deuxième chapitre qu'on entre forcément dans le l'or proprement dit. Et avec, au sortir du livre de Baba Oudou, on remarque que l'or n'est pas forcément ce métal précieux, mais la quête du bonheur de tout un chacun. Oui, donc chacun cherche l'or en quelque sorte. Oui, là c'est l'un des premiers auteurs camerounais qui m'a inspiré à écrire. Et vous m'avez révélé tout à l'heure que votre texte est le 100e des éditions de Midi, le 100e en une année seulement. On imagine bien que le choix des éditions de Midi est donc tout à fait naturel dans un contexte comme celui-ci. Oui, édition de Midi. Là, d'abord, je prête d'abord un bonsoir à monsieur Eric Théophile Tchunke, qui est auteur, poète et directeur général des éditions de Midi. Cet homme-là m'a vraiment porté et mettre au grand jour ce fameux souffle du désespoir. C'est lui qui vous a en quelque sorte encouragé avec toute son équipe, une équipe dynamique. Et ce monsieur, je peux dire, je ne sais pas, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude à son égard. Alors, Marteau du monde, c'est la suite. Ici, vous posez une question qui est quand même assez curieuse. Comment changer le monde? C'est un questionnement aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé réponse? Comment changer le monde? Est-ce qu'il est possible déjà de changer le monde? Ah oui. D'après l'auteur et le poète que vous êtes. Il est possible de changer le monde. Il est possible de changer le monde parce que chaque personne doit, à son niveau, faire quelque chose de bien pour ce monde. Oui. Si chaque personne entre nous, on décide que chacun va changer ce monde, alors on changera ce monde. Et en bien. Et en bien, parce que là, on peut changer, mais en mal, mais en bien surtout. Oui. Vous dites que c'est pas des chercheurs qui peuvent le faire. Quelquefois, leur découverte mène à la terreur. C'est pas des militaires. Quelquefois, s'ils sont censés protéger, ils peuvent être des assassins. Vous dites également que c'est pas un magicien qui peut sortir la formule pour le développement. Alors, assouplir ou accomplir son idéal, vous parlez de forgeron. Il frappe fort, certes. Et il peut donner offrir toutes les formes possibles, mais il n'arrivera pas à changer peut-être le monde. Mais votre but, c'est que même à travers un micro et un stylo, vous pensez que c'est la voie idéale à votre niveau de contribuer au changement du monde. Oui, c'est la voie idéale pour contribuer au changement du monde. Et changer ce monde-là, ce n'est pas rester sur place. Oui. Ce n'est pas rester sur place. C'est changer et tendre la main aux autres qui pensent comme nous à nous aider à changer. Il faut faire bouger les lignes. Il y a également l'heure, la question de l'heure. C'est un peu près comme une fatalité. L'heure passe. L'heure passe. Un peu comme pour dire que les années s'effritent avec le temps et que ce n'est pas rattrapable. Donc il faut profiter de chaque seconde. Comment faut-il vivre ce temps qui passe, qui défile, sans véritablement s'arrêter? Oui, le temps qui passe, qui défile sans véritablement s'arrêter. Vous avez vu en dessous de ce poème, l'heure, il y a une heure. Oui. Une heure. Gigi, tu peux nous dire quelle heure? C'est minuit. Minuit. Il est minuit dans le livre. Oui. Mais heureusement, à la radio, il n'est pas encore minuit. 0-0. Ça, c'est le passage qu'on ne sait pas. C'est une heure spéciale dans la vie. Quand il est minuit, tout est terminé. Oui. Ça peut tout est terminé, tout commence. Oui.
Alors là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On vient d'achever une période, on commence notre cycle. Oui, minuit. Minuit. 0 h 00. Et là, le plus souvent, on ne sait pas à cette heure-là s'il faut dire bonsoir ou bonjour. Oui, on est dans l'embarras. Ouais. On traverse une année à minuit. C'est-à-dire on passe d'une année à une autre à minuit. On termine un mois, on passe d'un mois à un autre à minuit. On termine une journée à minuit. Et en bref, cette heure-là, c'est pour dire, pour parler à l'un de ce poème, cette heure-là, il faut faire des choses à temps. Il faut faire des choses à l'heure. Ne pas attendre minuit. Ne pas attendre, pas forcément attendre minuit. Il faut faire des choses quand on a moyen de faire ces choses-là. Donc c'est beaucoup plus le temps de faire certaines choses. Oui, il faut trouver le juste milieu, le moment opportun pour poser des actes. Il y a d'autres textes qui sont proposés dans votre recueil de l'ombre à la lumière. Est-ce à dire que le poète que vous êtes était d'abord dans son coin et aujourd'hui il compte se révéler aux yeux du monde? Ou bien c'est bien au-delà de cela? Au-delà de cela. Oui, il y a également les... Oui, au-delà. Parce que là, quand on dit de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, c'est... Je peux dire, je prends le contexte africain. Le contexte africain, ce n'est pas ce pays, ce continent-là qui va toujours rester marginalisé avec je peux dire quoi, le problème de l'Occident. Mais ce continent-là peut se lever, peut porter au grand jour ses valeurs. Oui. Il faut partir du mal au bien. Il faut faire la transition. Mais il ne faut surtout pas continuer à se lamenter. La question des larmes. Les larmes. C'était un mal. Quelquefois on dit les larmes apaisent, consolent. Mais si on s'apitoie longtemps, on risque de voir défiler le temps sans s'en rendre compte. Oh oui. Les larmes, c'est un texte qui vient de ma tendre enfance. Oui. Plus précisément à la maternelle. Parfois, mon père me disait quelque chose un jour. Il me dit, je viens devant lui, je me mets à me plaindre. Il me dit, mon fils, pleure, ça te fait du bien. Il faut pleurer, ça va te faire du bien. Et là, subitement, quand il me dit, il faut pleurer, ça te fait du bien, c'est comme s'il me disait, arrête de pleurer. Et là, il faut pleurer pour que ça fasse du bien. Parfois, les larmes apaisent. Oui. Quelquefois. C'est vrai qu'à côté de ces textes, il y a, il faut le dire, des tableaux illustratifs qui sont consommables par les potentiels lecteurs qui nous écoutent en ce moment. Les tableaux ont été réalisés, c'est d'ailleurs écrit, justement le temps que je me retrouve, par Cédric Nia, qui a participé pour l'illustration, ainsi qu'au niveau des tableaux. Oui. Alors, comment vous avez l'idée de demander à votre... vous l'avez dit, c'est une connaissance, un proche, de participer en proposant des tableaux qui sont très beaux et qui rehaussent encore la qualité du texte. Oui, en fait, Cédric Nia, c'est un ami, un frère. Un frère qui a des tableaux depuis la classe de, je peux dire quoi, depuis le bas âge. Depuis la maternelle, c'est un monsieur qui fait des tableaux, on dirait Picasso. On dirait la renaissance de Picasso en Cameroun. Tout en couleur. Oui. Et Picasso, et pour Cédric Nia, depuis au lycée, j'ai fait le lycée avec lui en passant. Cédric Nia était celui-là qui faisait les tableaux. Il me dit, Charles, viens. Il me présente le tableau. Il ne le commentait pas. Mais moi, je faisais le commentaire de ce tableau. Ah, d'accord. Oui, j'ai dit, voilà ton tableau. Il dit, mais tu commandes même comme c'est toi qui as décidé. J'ai dit, non, laisse. Je veux commenter ça. Mais et là, et un jour, je lui ai dit, on fera un recueil de poèmes où tu mettras tes tableaux à côté de mes textes. Et je crois que le souffle de désespoir ce rêve-là en fait réalité, quoi. Oui, il y a un rêve qui finalement se réalise, la concrétisation de cette volonté-là. Alors, votre texte préféré, celui qui vous parle le plus lorsque vous le relisez aujourd'hui? Bon, on imagine que forcément vous aimez l'ensemble des textes, mais est-ce qu'il y a un qui vous donne quelquefois des émotions particulières? Bon, donner des émotions particulières, parce que là, si je dis qu'il y a un texte qui me donne des émotions particulières, mais ces textes-là vont me hanter toute la nuit. Parce que là, c'est une famille que j'ai avec mes poèmes. C'est une famille. Dire qu'un père préfère un enfant plus que l'autre, c'est impossible.
C'est possible. Et là, je ne pourrais pas dire qu'il y a un texte préféré. Parce que au départ, c'est l'amour. Et après, ce sont des peines, des larmes, des pleurs. Et je ne peux pas rester et dire il y a un texte préféré. Il y a un texte préféré, mais tous ces textes, je les adore. Oui, je les adore. À l'intérieur de ce recueil, vous nous dites pourquoi vous écrivez. C'est tout sauf pour vendre. Oui. Vous écrivez parce que vous avez une volonté. Je n'écris pas pour vendre, j'écris pour faire entendre, des fois pour mieux comprendre. J'écris pour entendre la raison. Et je le fais par passion. J'écris avec cet entre pour réduire en cendres ces multiples mots. J'écris pour rendre la liberté à tout homme seulement à travers des mots. Alors on a l'impression qu'il y a un jeu particulier de mots qui est perpétué au niveau de... Il y avait la rime. Vous avez fait un choix. On a du mal à vous situer. Vous êtes dans la poésie totalement libre ou alors quelquefois vous essayez de garder les bases même de la poésie dite classique. Bon. Si il fallait vous ranger, on vous classerait dans quel registre? Non, je préfère rester dans la poésie libre. Mais là, pour entendre, bon, c'est juste que là, dans le texte, mon but, il y a ce jeu-là que j'ai voulu jouer avec des mots. Et là, ça a donné cette petite rime-là. Mais je préfère, je reste dans ma poésie classique parce que là, on regarde bien la poésie libre. Oui. Parce que la poésie classique suit les normes de la versification poétique. Oui. Il faut écrire avec les endroits et tout ça. Mais là, c'est juste une rime qui est bien alignée, mais les vers ne respectent pas forcément, je peux dire quoi, une norme réelle. Ça reste, il y a des 3, 5, 6 pieds après. Oui. Vous êtes également collé à l'actualité, plus jamais Kumba. À quel moment est-ce qu'on se met à écrire ce texte, puisque l'actualité elle est assez récente quand même? Oui. En fait, le texte, le manuscrit est déjà en étude aux éditions du Midi, et le drame de Kumba arrive. Et là, je dis, est-ce que ce texte va rester en singleton? Est-ce qu'il va attendre le prochain poème? Non. Et là, je vois l'éditeur et on met le texte dans le souffle du désespoir. Est-ce que vous pouvez le déclamer pour le plaisir des auditeurs qui nous écoutent en ce moment? C'est un texte qui est plutôt parlant, avec les événements qui sont produits à Kumba. Oui. Plus jamais un Kumba, Seigneur, devient-il ces seigneurs du monde, ces adeptes du mal, ces hommes qui mettent nos cœurs en berne et privent nos enfants de s'épanouir. Ceux qui répandent des images qui m'irritent et font peur. Suis-je dans un songe? Seigneur, j'ai envie d'écrire des chants de louange afin de glorifier ton nom. Ô Seigneur, permets-moi de repeindre la nature afin de cultiver la paix et mettre fin aux guerres et porter au sommet l'hymne de victoire. Voilà un texte qui parle. Tout en vous remerciant d'abord pour ce moment de lecture, qu'on espère intense également pour les auditeurs. J'aimerais savoir s'il est déjà possible d'avoir le livre à travers les villes camerounaises. Oui. On peut déjà avoir le livre aux éditions de Midi. Et comme ça, la librairie Clé à Yaoundé, librairie des peuples noirs toujours à Yaoundé, la librairie Sophia à Douala et la librairie, la librairie Sophia à Douala et la librairie du savoir à Ngaoundéré. D'accord, c'est assez diversifié, ça donne davantage d'opportunités aux uns et aux autres de pouvoir avoir le texte. Alors, une possibilité de contacter l'auteur, peut-être à travers un livre, avant de nous séparer. Oui, à travers le livre, à travers de contacter l'auteur. Le contact de l'auteur, au numéro de téléphone. Tout à fait. Le numéro de téléphone de l'auteur Charles Diapo répond au numéro 691 12 26 46. Oui. Merci d'être passé à la radio, Charles, et surtout bonne continuation. On espère qu'on aura encore d'autres textes comme celui que nous avons entre les mains. Oui, c'est moi qui vous remercie, Jean-Jacques. Oui, je vous rassure que mon préféré, parce que j'ai le droit d'avoir un préféré, c'est un jour. Eh bien, le texte dit, un jour j'arriverai à faire tout comme vous, à faire tout avec vous,
à faire tout sans vous. Un jour, j'arriverai à raconter ma vie, je réaliserai mes envies. Un jour, j'arriverai à parler comme vous, à parler de vous. J'arriverai à le dire sans vous. Un jour, j'arriverai à vous unir, race du monde, système politique du monde. J'arriverai à vous rassembler, à rassembler les nations. Avec vous, vous serez unis grâce à mes écrits, sans moi. Un jour, je serai influent et vous mes affluents, car vous m'apporterez secours et des arguments. Un jour, ce jour arrivera. Mesdames et messieurs, fin de l'émission. Il s'appelle Ulrich Kemwe. Il a tenu la mise en onde jusqu'à 7h. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kekdekiki. Supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Le dernier rendez-vous du point littéraire de l'année 2020, c'est la semaine prochaine avec un autre auteur. Bonne soirée. Le point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Vous écoutez